Assis par une fin d'après-midi automnale sur une tombe délabrée du XVIIe siècle, dans le vieux cimetière d'Arkham, nous nous interrogions sur l'indicible. En regardant le saule géant dont le tronc avait presque englouti une vieille stèle indéchiffrable, j'avais fait une remarque saugrenue sur les sucs invisibles et innommables que ces racines colossales devaient puiser dans cette vénérable terre de charnier. Mon ami me reprocha de proférer des balivernes. Puisque la terre de ce cimetière n'avait pas connu la moindre inhumation depuis un siècle, dit-il, l'arbre ne devait rien y trouver qui sorte de l'ordinaire. Par ailleurs, il ajouta que mes constantes références à tout ce qui était innommable et indicible relevaient d'une technique particulièrement puérile, non sans rapport avec mon insuccès en tant qu'écrivain. J'aimais trop terminer mes histoires sur des visions ou des bruits qui paralysaient les facultés de mes héros et les privaient de leur courage, de la parole ou de la capacité de raconter ce qu'ils avaient vécu. Si nous connaissons les choses, poursuivit-il, c'est uniquement par le truchement de nos 5 sens ou de nos intuitions. Il est donc tout à fait impossible de parler d'un objet ou d'une scène ne pouvant être clairement décrit par de solides définitions factuelles ou par les doctrines théologiques admises, de préférence celles des congrégationalistes, quelles que soient les modifications que la tradition et Sir Arthur Conan Doyle voudront y apporter. Je passais souvent des heures à débattre indolemment avec cet ami, Joel Manton, proviseur de l'East High School. Né et élevé à Boston, il partageait la surdité satisfaite de la Nouvelle-Angleterre à l'égard des délicats harmoniques de la vie. Selon lui, seules nos expériences objectives, normales, importaient en matière d'esthétique. L'artiste, plutôt que de susciter des émotions fortes au moyen de l'action, de l'extase et de la stupeur, se devait d'entretenir l'intérêt placide et le goût de son public en retranscrivant le quotidien de manière exacte et détaillée. Il était particulièrement critique quant à mon attrait pour le mystique et l'inexpliqué. Il croyait bien plus que moi au surnaturel, mais ne le jugeait pas assez ordinaire pour mériter le statut de sujet littéraire. Qu'un artiste puisse prendre plaisir à échapper au train-train quotidien en recomposant de manière originale et dramatique des images que la routine et la lassitude confinent aux poncifs de la vraie vie, voilà qui était tout bonnement incroyable pour cet homme à l'esprit clair, pratique et logique. Avec lui, toute chose, toute émotion avait des dimensions, des propriétés, des causes et des effets fixes. Et même s'il avait vaguement conscience que l'esprit, parfois, est le siège de visions et de sensations nettement moins géométriques, classifiables et concrètes, il s'arrogeait le droit de tracer une frontière arbitraire pour exclure tout ce qui ne peut être vécu ou compris par l'homme moyen. Par ailleurs, il était presque certain que rien ne pouvait être vraiment innommable. Cela ne lui semblait pas raisonnable. J'étais conscient de la futilité qu'il avait à user d'arguments imaginaires ou métaphysiques face au bon sens complaisant d'un orthodoxe si fortement attaché à la lumière du soleil, mais quelque chose dans le décor qui nous entourait cet après-midi-là me rendait plus querelleur qu'à l'accoutumée. Les stèles d'ardoise croulantes, les arbres vénérables, les antiques toits à 2 pentes de la vieille cité hantée qui s'étirait autour de nous. Tout cela combiné m'encourageait à défendre mon travail, et j'allais jusqu'à porter mes assauts sur le territoire de l'ennemi. En vérité, il ne me fut pas difficile de lancer ma contre-attaque, car je savais que Joel Manton s'accrochait à moitié à nombre de superstitions de bonne femme auxquelles les gens sophistiqués ne s'intéressent plus depuis longtemps. Il croyait par exemple à la réapparition des mourants de l'autre côté du monde, et au fait que les visages de personnes âgées laissaient leur image sur les fenêtres par lesquelles elles avaient regardé tout au long de leur vie. Sa foi en ces rumeurs de vieilles paysannes, insistai-je, prouvait qu'il croyait à l'existence sur Terre de substances spectrales distinctes des contreparties matérielles dont elles étaient issues, et aussi qu'il était capable de croire en des phénomènes dépassant toutes les notions normales.
Car si un mort peut transmettre son image visible ou tangible à l'autre bout du monde ou à travers les siècles, en quoi serait-il absurde de supposer que les maisons abandonnées sont pleines d'étranges choses sensibles, ou que les vieux cimetières sont imprégnés de la terrible intelligence désincarnée des générations? Et puisque l'esprit, pour provoquer toutes les manifestations qu'on lui attribue, ne peut se plier à une quelconque loi de la matière, pourquoi serait-il extravagant d'imaginer des choses mortes continuant de vivre au niveau psychique sous une forme ou une absence de forme que les humains ne manqueraient pas de trouver foncièrement, épouvantablement innommable? Comme je l'expliquais, non sans une certaine chaleur, à mon ami, le bon sens, lorsque l'on traite de tels sujets, n'est qu'une pitoyable absence d'imagination et de flexibilité mentale. Malgré l'approche du crépuscule, aucun de nous deux n'avait envie de mettre fin à la discussion. Manton semblait insensible à mes arguments et plus que disposé à les réfuter, car il avait confiance en ses propres idées, qui avaient sans doute fait sa réussite dans sa carrière d'enseignant. Quant à moi, j'étais trop sûr de ce que j'avançais pour craindre d'être vaincu. Le crépuscule s'installa et les lumières se mirent à scintiller doucement à certaines fenêtres, au loin. Pourtant, la conversation continua. Nous étions très confortablement installés et je savais que mon ami, prosaïque comme il l'était, n'avait pas peur de l'immense crevasse que les racines avaient ouverte dans les briques, derrière nous, ni des ténèbres absolues qui régnaient à cet endroit à cause d'une maison abandonnée du XVIIe siècle qui dressait sa silhouette branlante entre la rue éclairée la plus proche et nous. C'est là, dans le noir, sur cette tombe éventrée à l'ombre d'une maison inoccupée, que nous parlâmes de l'innommable, et que je révélai à mon ami, dès qu'il eut fini de se moquer de moi, les terribles indices étayant l'histoire dont il s'était le plus gaussé. Ma nouvelle, intitulée « La fenêtre du grenier », avait paru dans Murmure en janvier 1922. En bien des endroits, et en particulier dans le sud et sur la côte pacifique, il avait fallu retirer le magazine des étalages suite aux plaintes de faibles d'esprit pusillanimes. Mais la Nouvelle-Angleterre, loin de frissonner, s'était contentée de hausser les épaules devant mon extravagance. Pour commencer, la chose était biologiquement impossible. Une folle rumeur parmi toutes celles qui se chuchotent à la campagne, et que Cotton Mather avait eu la naïveté d'inclure dans le fatras de son Magnalia Christi Americana. Du reste, il y avait si peu de preuves de la véracité de la rumeur en question que Mather ne s'était même pas aventuré à donner le nom de la localité où s'était produit le drame. Quant à ma manière d'amplifier la courte anecdote du vieux mystique, elle était proprement invraisemblable et trahissait l'inconstance de l'écrivaillon que j'étais. En effet, Mather avait évoqué la naissance de la chose, mais seul un scribouillard de mauvaises histoires à sensation pouvait penser que l'on avait permis qu'une telle créature grandisse, regarde à la fenêtre des gens la nuit et se cache de corps comme d'esprit dans un grenier jusqu'à ce que l'on finisse par l'apercevoir à la fenêtre des siècles plus tard
sans que le témoin puisse décrire cette chose dont la vue lui avait fait blanchir les cheveux. Tout cela relevait à l'évidence du sensationnalisme le plus médiocre, comme mon ami Manton s'empressa de le souligner. Je lui révélai alors ce que j'avais découvert dans un vieux journal intime, tenu entre 1706 et 1723, et retrouvé dans des papiers de famille à moins d'1,5 kilomètre de l'endroit où nous nous trouvions. Je lui parlai aussi de la réalité indiscutable des cicatrices que mon ancêtre portait sur le torse et sur le dos, et qu'il décrivait dans son journal. J'abordai aussi les peurs qui s'étaient répandues à l'époque dans la région et qui s'étaient transmises en secret de génération en génération, et précisai que la folie qui avait frappé un jeune homme entré dans une maison abandonnée pour examiner certaines traces dont il soupçonnait la présence n'avait rien d'imaginaire. Quelle affaire horrible! Pas étonnant que les étudiants sensibles frissonnent encore en pensant au Massachusetts de l'époque puritaine. On en sait si peu sur ce qui se cachait derrière les apparences. Si peu, et pourtant quelle effroyable putréfaction l'on sent macérer dans ces terribles aperçus qui remontent parfois à la surface, telles des bulles de gaz s'échappant d'un noyer en décomposition. La terreur de la chasse aux sorcières fut comme un horrible faisceau de lumière, braqué sur les monstruosités qui mijotent dans le cerveau torturé des hommes. Mais même cet épisode n'est qu'une anecdote insignifiante. Il n'y avait ni beauté, ni liberté. Les vestiges de l'architecture et des objets quotidiens en témoignent, de même que les sermons venimeux des prêtres à l'esprit étroit. Et sous cette camisole de fer rouillé, tout n'était que hideur bredouillante, perversion et diabolisme. Cette période fut vraiment l'apothéose de l'innommable. Cotton Mather, dans ce 6e livre démoniaque qu'il ne faut pas lire à la nuit tombée, jetait l'anathème sans mâcher ses mots. Aussi sévère qu'un prophète juif, laconique et blasé comme nul n'a pu l'être depuis, il parle de la bête qui engendra ce qui était plus qu'une bête et moins qu'un homme, cette chose avec un défaut dans les yeux, et du misérable ivrogne hurlant, qui fut pendu pour avoir eu, lui aussi, un défaut dans les yeux. Mather raconta tout cela sans détour, sans pour autant donner le moindre indice sur ce qui se passa ensuite. Peut-être l'ignorait-il, ou peut-être était-il au courant mais n'osait-il pas en parler. D'autres savaient, qui ne pipèrent mot faute de courage. Même de façon sous-entendue, on n'explique jamais en public la raison des rumeurs qui couraient sur une porte verrouillée donnant sur l'escalier du grenier, chez un vieil homme amer, brisé, sans enfant, vieil homme qui avait dressé une stèle d'ardoise vierge auprès d'une tombe que tout le monde évitait. Toutefois, il existe assez de vagues légendes pour faire tourner le sang le plus fluide. Tout cela se trouve dans le journal intime que j'ai découvert. Tous les discrets sous-entendus, tous les récits murmurés sur un être aux yeux maculés aperçu à une fenêtre, la nuit, ou dans des prés abandonnés, près des bois. Quelque chose s'en était pris à mon ancêtre sur une route sombre au creux d'une vallée, et lui avait laissé des traces de cornes sur la poitrine, et le dos labouré comme par les griffes d'un grand singe. Et lorsqu'on examina la terre piétinée, on trouva à la fois des empreintes de sabots fendus et des pattes vaguement anthropoïdes. Une nuit, dans les heures où la lune éclaire faiblement avant l'aube, un cavalier des services postaux raconta avoir vu, sur Meadow Hill, un vieil homme poursuivre en l'appelant une effrayante et indescriptible créature qui courait à grande foulée. Nombreux furent ceux qui le crurent, et l'on raconta des choses fort bizarres une nuit de 1710, quand le vieil homme brisé et sans enfant fut enterré dans la crypte derrière sa propre maison, en vue de la stèle d'ardoise vierge. Jamais la porte du grenier ne fut déverrouillée. On laissa la maison redoutée en l'état, et elle resta à l'abandon. Chaque fois que des bruits montaient d'entre ses murs,
les gens murmuraient et frissonnaient, en espérant que la serrure de la porte du grenier fût solide. Mais ils cessèrent d'espérer le jour où se produisit, au presbytère, la tragédie qui ne laissa pas une seule âme vivante ou indemne. Avec les années, les légendes prennent des allures spectrales. Je suppose donc que la chose, s'il s'agissait d'un être vivant, doit être morte. Son souvenir, en tout cas, survécut d'autant plus atroce qu'il était entouré de secrets. Pendant mon récit, mon ami s'était enfermé dans un profond silence. Je voyais bien que cette histoire l'avait fortement impressionné. Il ne se gaussa pas lorsque je me tus, mais me demanda très sérieusement de lui en dire davantage sur le jeune homme qui sombra dans la folie en 1793 et dont j'avais fait le héros de ma nouvelle. Je lui révélai la raison pour laquelle ce garçon avait pénétré dans la maison abandonnée alors que tout le monde l'évitait, et ajoutai que cela l'intéresserait probablement, lui qui croyait que les fenêtres gardaient l'image latente des personnes qui avaient longuement contemplé le dehors à travers elles. Le jeune homme voulait voir les fenêtres de cet horrible grenier, à cause des rumeurs faisant état de créatures aperçues derrière. Il était revenu en poussant des cris de dément. Pendant que je lui expliquais cela, Manton paraissait pensif. Mais progressivement, sa manie de l'analyse reprit le dessus. Il m'accorda, de manière purement hypothétique, que quelque monstre insolite avait vécu là, mais me rappela que même la pire perversion de la nature ne pouvait être innommable ou indescriptible du point de vue de la science. J'applaudis sa clarté d'esprit et sa ténacité, mais ajoutai à mon récit quelques révélations glanées auprès de personnes âgées. Ces histoires de fantômes plus tardives, soulignai-je, portaient sur des apparitions monstrueuses, plus effroyables que n'aurait pu l'être une créature organique. Des apparitions de gigantesques silhouettes bestiales, parfois visibles, mais d'autres fois uniquement tangibles, qui flottaient dans l'air les nuits sans lune et hantaient la vieille bâtisse, la crypte qui se trouvait derrière et la tombe à la stèle illisible à côté de laquelle avait poussé un arbrisseau. Que ces apparitions aient ou non massacré ou étouffé des gens, comme le rapportent les légendes sans fondement, elles avaient laissé derrière elles une impression aussi forte que durable. Elles faisaient encore mystérieusement trembler les autochtones les plus âgés, même si les 2 dernières générations les avaient, pour ainsi dire, oubliées. Peut-être étaient-elles mortes à force de ne plus être évoquées. De plus, du point de vue esthétique, si les émanations psychiques des créatures humaines étaient grotesquement distordues, comment pouvait-on espérer représenter de façon cohérente une nébulosité aussi informe et infâme que le spectre d'une perversion maligne et chaotique, perversion constituant déjà en elle-même un blasphème morbide à l'égard de la nature? À l'horrible vérité, cette terreur incorporelle façonnée par le cerveau mort d'un hybride cauchemardesque ne constituerait-elle pas l'essence même, à la fois exquise et terrifiante, de l'innommable? Il devait être très tard désormais. Une chauve-souris étonnamment silencieuse me frôla, et je crois qu'elle toucha aussi Manton, car même si je ne le voyais pas, je sentis qu'il levait le bras. Il prit aussitôt la parole.
Mais cette maison à mansarde, existe-t-elle encore? Et est-elle toujours à l'abandon? Oui, répondis-je, je l'ai vue. Et y avez-vous découvert quoi que ce soit? Au grenier ou ailleurs? Il y avait des ossements sous les combles. C'est peut-être ce que le jeune homme avait trouvé. Un garçon sensible n'a pas besoin de voir des images fantômes dans des vitres pour être déstabilisé. Si les os provenaient tous du même corps, quelle délirante monstruosité ça dut être! Laisser pareil vestige au jour aurait été un blasphème. Aussi y retournai-je muni d'un sac et les emportai-je jusqu'au tombeau, derrière la maison. Il y avait une ouverture par laquelle je pus jeter les ossements. N'imaginez pas que j'ai agi à la légère. Vous auriez dû voir ce crâne. Il avait des cornes de 10 centimètres, mais un visage et une mâchoire qui ressemblaient aux nôtres. J'avais enfin senti un véritable frisson parcourir Manton, qui s'était beaucoup rapproché. Cependant, sa curiosité n'en fut pas pour autant émoussée. Et les vitres? Elles avaient toutes disparu. Une des fenêtres avait perdu son cadre tout entier, et il n'y avait plus trace du moindre carreau dans les croisillons des autres. C'était le genre de fenêtre avec de petits carreaux en losange qui sont tombés en désuétude avant 1700. À mon avis, il y a au moins un siècle qu'elles sont cassées. Peut-être est-ce l'œuvre du jeune homme, s'il les montait jusque-là, mais la légende ne le dit pas. Manton était de nouveau plongé dans ses pensées. « J'aimerais voir cette maison, Carter. Où est-elle? Carreau ou pas, je dois mener ma petite enquête, et aussi explorer la crypte où vous avez jeté ces ossements, et l'autre tombe sans inscription. Tout cela doit être assez terrifiant. » Mais vous l'avez vu, jusqu'à ce qu'il fasse noir. Mon ami était plus nerveux que je l'avais cru, car mon innocent effet théâtral eut pour résultat de le faire s'écarter de moi d'un bond en poussant une sorte de cri hoquetant pour relâcher la pression accumulée. C'était un cri étrange, et d'autant plus terrible qu'il suscita une réponse. Alors que son écho retentissait encore, j'entendis un couinement dans les ténèbres. Je compris que l'une des fenêtres à croisillons de la vieille maison maudite était en train de s'ouvrir derrière nous. Et comme tous les autres cadres étaient depuis longtemps tombés, je sus qu'il s'agissait de celui, sinistre et sans carreaux, de la démoniaque fenêtre du grenier. Puis s'abattit sur nous, en provenance de la même direction inquiétante, un courant d'air glacé, répugnant et néfaste, qui fut suivi d'un cri perçant juste à côté de moi, sur cette horrible crypte cassée, tombeau d'un homme et d'un monstre. Aussitôt, je fus renversé de mon sinistre banc par la violente bourrade de quelque entité titanesque de taille, mais de nature indéterminée. Je m'étalai dans la terre moisie de ce cimetière atroce, parmi les racines entrecroisées, cependant que, de la tombe, montaient des halètements et des ronronnements étouffés. Le vacarme était tel que mon imagination peupla l'obscurité de légions de damnés informes dignes de Milton. Il y eut un tourbillon de vent glacial, desséchant, puis des fracas de briques descellées et des morceaux de plâtre détachés. Mais heureusement, je m'évanouis avant de comprendre ce que cela signifiait. Manton, bien que plus petit que moi, est plus robuste. Nous reprîmes donc conscience en même temps, malgré ses blessures, plus graves que les miennes. Voyant que nous étions alités l'un à côté de l'autre, nous comprîmes presque tout de suite que nous nous trouvions à l'hôpital St. Mary. Le personnel soignant, animé par la curiosité, était agglutiné autour de nous. Les gens avaient très envie de nous rafraîchir la mémoire en nous disant comment nous étions arrivés. Nous apprîmes donc vite qu'un fermier nous avait trouvés à midi dans un champ retiré, au-delà de Meadow Hill, à 1,5 km du vieux cimetière, à l'endroit où se dressait, paraît-il, un ancien abattoir. Manton avait 2 vilaines blessures à la poitrine et d'autres moins graves,
diverses coupures ou écorchures dans le dos. J'étais en meilleur état, mais couvert de marques et de contusions tout à fait déconcertantes, parmi lesquelles une trace de sabot fendu. S'il était évident que Manton en savait plus long que moi, il ne révéla rien aux médecins stupéfaits et curieux avant de connaître la gravité de nos blessures. Il affirma alors que nous avions été attaqués par un taureau furieux, bien que l'animal fût aussi introuvable que sa présence était inexplicable. Après le départ des docteurs et des infirmières, je lui soufflai d'une voix blanche. « Seigneur Manton, qu'est-ce que c'était? Ces cicatrices? Était-ce un taureau, comme vous l'avez dit ?» Et j'étais trop hébété pour exulter lorsqu'il me répondit, dans un murmure, une chose à laquelle je m'étais à moitié attendu. « Non, pas du tout. C'était partout. Une sorte de gélatine, de substance gluante. Et pourtant, il y avait des formes, 1000 formes d'une horreur qui défie la mémoire. Il y avait des yeux maculés. C'était la fosse, le maelstrom, l'abomination ultime. Carter, c'était l'indicible.